Est-ce que les personnes qui sont là étaient à la conférence? Non, d'accord, ok. Je ne vais pas recommencer la conférence, mais simplement, on a abordé le sujet de la mort, et donc, la mort, c'est la mort de 4 corps qu'on a en nous. C'est la séparation d'un certain nombre d'agrégats. Or, chez certaines personnes, cette séparation se fait de façon différente parce qu'ils meurent en conscience. C'est-à-dire que si toute votre attention est à l'intérieur de vous-même au moment de la mort, les différentes entités qui forment l'esprit, à savoir l'âme et la conscience principalement, pour faire simple, vont rester ensemble. Et dans ce cas-là, la forme et le corps lui-même, ce qu'on appelle le po en chinois et le qing, la matière du corps, restent ensemble et la personne, je disais tout à l'heure, donc ça se voit, elle est en odeur de sainteté parce que le corps ne pourrit pas. Et donc c'est le signe de la canonisation qu'on attend chez les saints et les bouddhas. Moralité, cet esprit-là, alors on ne fait pas ça pour jouer au Bouddha, là, c'est pas la question, c'est l'idée de se dire comment faire une approche de la mort concrètement de notre vivant. J'ai posé la question tout à l'heure à l'Assemblée pour dire qui est déjà mort. Alors ça surprenait un petit peu, il y a des gens qui ont spontanément levé la main, donc c'est leur histoire effectivement. Mais ça veut dire qu'effectivement, il est important pour ne pas être prêt juste au dernier moment, j'ai l'impression vraiment, il manque plus que la faux, vous voyez, puis la tenue. L'encou, vous voyez, parce qu'avec la chronos, le temps, votre temps est compté, vous voyez, c'est génial. En même temps, c'est des sons qui ne doivent pas vous déranger quand vous êtes dans des pratiques méditatives. Donc c'est très bien, on s'en fiche. Hein. On verra ça. C'est-à-dire que il est dit dans le Sowen que, donc dans le Neiching Sowen, que les anciens, justement, savaient se prémunir des maladies parce qu'ils gardaient l'esprit à l'intérieur. Garder l'esprit à l'intérieur, ça a l'air facile, mais en fait l'esprit par nature, ça a tendance à se disperser. Et donc, c'est une véritable pratique que de l'amener à se poser. Et je présume qu'un certain nombre d'entre vous connaissent déjà, ont déjà pratiqué des formes ou d'autres de méditation. Donc, le terme méditation, il va falloir s'en méfier parce que la méditation, chez nous, ça évoque parfois la cogitation, alors que c'est tout le contraire. Hein, j'ai cité un passage des méditations poétiques de Lamartine, mais c'est de la poésie, mais ce n'est pas de la méditation par contre, c'est de la réflexion. Donc, la méditation, c'est tout simple, ça s'appelle en chinois, bon, j'ai rien pris pour écrire, mais je ne suis pas là pour un cours, c'est pour un atelier, mais on va pratiquer, mais je vous explique ce qu'on va faire, parce que rien faire pendant 1 heure, il faut quand même, je vous dise avant, ça s'appelle Qing Zuo Hu Xi en chinois. Qing, Zuo c'est assis, Qing c'est calme, donc assis calmement, Hu Xi c'est inspirer, expirer. Donc en fait, la pratique de ce qu'on appelle en français la méditation, c'est s'asseoir calmement et respirer. J'ai évoqué dans la conférence ce qu'on appelle les 3 trésors chez l'être humain, la matière, le corps, l'énergie et l'esprit. Bah, assis, c'est pour le corps. C'est-à-dire qu'il faut poser le corps. On va poser le cadavre, vous savez, la bouteille qu'il va falloir faire vide. C'est ça la difficulté. Ensuite, il faudra placer le souffle dans la bouteille. Inspire, expire. Il va falloir que ça rentre et que ça sorte. Et calmement, c'est-à-dire qu'il faut évidemment que les pensées se calment, et le seul moyen de calmer les pensées, ça va être de les amener à l'intérieur par le biais du souffle. Parce qu'il se trouve que le souffle, qui est lié au chi, n'est ni le corps ni l'esprit. D'accord ? Et donc, on commencera, je vous donnerai les 2-3 éléments de départ pour faire les choses correctement, et je vous accompagnerai un tout petit peu au démarrage sur, on va dire, pour visualiser un petit peu ce qui se passe dedans, parce qu'on va à la rencontre de nos agrégats, de ce en quoi on est fait. C'est-à-dire, on va avoir des sensations physiques, des sensations psychiques, mais qui sont fugaces, c'est-à-dire que vous allez embarquer sur des pensées sans même vous rendre compte que vous êtes en train de penser, et c'est toute notre difficulté, mais au moins aurez-vous fait cette expérience pendant un certain temps, de prendre conscience du fait que vous pensez et de vous apercevoir que c'est très très difficile de ne pas penser. C'est-à-dire que vous avez une espèce de singe fou à l'intérieur qui part surtout dans tous les sens, qui va piocher dans votre mémoire, vous ramener un élément ou alors une émotion, on va dire je m'énerve, qu'est-ce que je fous là, enfin, il y a plein de choses qui peuvent arriver, mais en fait, peu importe ce qui arrive, il y a un témoin en vous qui va observer ce qui arrive. Et c'est ce témoin qui seul est important.
Parce que si vous êtes capable de dire, tiens, j'ai pensé à ça, c'est oui, mais qui a vu que vous étiez en train de penser à ça? C'est celui qui a vu ça qui est important. Donc ne vous arrêtez pas lorsqu'on va le faire à ça peut être de l'assoupissement, de l'agacement, de la rêverie, peu importe. Le but va être de revenir toujours sur le souffle si vous y arrivez. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, quand vous en prendrez conscience, vous y retournerez. Mais le but va être véritablement de poser l'esprit. C'est-à-dire que dans la religion, pour toucher Dieu, on procède à des incantations. Je parlais du chamanisme, où on fait sortir le Khun dans l'esprit, dans le chêne, l'âme dans la conscience, et on fait des voyages. Mais il y a une autre technique qui s'appelle la décantation. C'est-à-dire, on pose l'esprit et on le laisse décanter. Le problème, c'est qu'une décantation, c'est long. C'est-à-dire que si on voulait faire ça vraiment comme il faut pour que vous puissiez commencer à voir un petit peu comment ça se passe quand l'eau est calme, il faudrait qu'on fasse une petite semaine ensemble de 5 h du matin à 11 h du soir. Hein? C'est-à-dire que quand on organise, on le fait pour les étudiants en médecine chinoise, un stage de méditation, parce que le docteur Léon Coquen a dit, si vous voulez soigner les gens, il faut prendre soin de vous, et un médecin, il devrait déjà être capable de faire le silence à l'intérieur s'il veut entendre les autres. Parce que si vous n'êtes pas capable de faire le silence intérieur, c'est vous que vous entendez, et pas les autres. Hein? Et qui projetez ensuite des choses sur les autres. Donc, pour être capable d'avoir cet effet décantation, il y a 3 niveaux de conscience en médecine chinoise. Il y a ce qu'on appelle la conscience externe, c'est-à-dire qu'en ce moment, vous êtes, vous voyez, je parle, vous recevez des informations par les yeux, par les oreilles, et ça rentre dans votre base de données intellectuelle, et vous mettez ça en mémoire avec des choses que vous avez déjà, vous rangez ça dans un coin, tiens, qu'est-ce qu'il dit? Bon. Tout ça, c'est votre conscience qui marche. Et puis, à l'intérieur de cette conscience, là c'est pas le cas, mais je pourrais utiliser par exemple des techniques plus ou moins subliminales ou hypnotiques pour que votre subconscient lui aussi garde l'information. Ça c'est une partie cachée. Vous voyez la fameuse publicité, vous savez, on rentre le soir, on s'assoit, on allume une télé, on regarde, on dit oh c'est con. Mais on est en état de réceptivité, ça rentre quand même. Et puis mine de rien, quand on truc, ah heureusement il y a Findus, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, c'est on est conditionné sans s'en rendre compte par la répétition, par des choses. Enfin ça c'est un truc bien connu. Donc tout ça c'est que votre conscience externe, qu'elle soit conditionnée ou pas, qu'elle soit formatée ou pas, ça reste en fait un emballage psychique. Et puis il y a une partie qui est la non-conscience, Wu Yeshe on dit en chinois. Donc Wu c'est la négation. La conscience vide, on dirait l'inconscient éventuellement, mais je me méfie de la version jungienne, tout ça, on va rester dans la médecine chinoise, pour dire que quand on va se faire un petit tour à l'intérieur, on va faire un petit tour du corps, un petit tour de l'esprit, mais il faut être déjà conscient que tout ça c'est qu'un emballage, tout ça c'est pas vous. Ce qui est vous, c'est le contenu de la bouteille. Or ce contenu, il se trouve que on est en train de respirer le même souffle en ce moment. On est tous des bouteilles vides, mais on partage le même souffle. Donc, si on fait des pratiques qui permettent d'aller à l'intérieur de soi et de voir qu'est-ce qui en nous est une simple construction, on s'aperçoit que ce qu'on est vraiment, la goutte d'eau réalise qu'elle est l'océan, même si elle n'est pas encore retournée dans l'océan. Et ça veut dire qu'on est capable de mourir à soi-même avant de retourner à l'océan. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut zigouiller l'ego en cours de route, et ça c'est pas facile. Parce que l'ego c'est ce qui nous maintient, hein, notre carte de visite, notre tenue, notre machin, on nous amène à nous différencier des autres. Hein. Résiste, prouve que tu existes, sois différent des autres. Ben non, on est tous frères. Donc en fait, il faudrait savoir. Hein. Vous voyez? Donc comment vivre son individualité tout en étant conscient du fait qu'en fait on n'est pas une individualité, on est juste un jeu de l'ego. Sans mauvais jeu de mots, un jeu de construction. Hein? Donc on va essayer d'aller à la rencontre de ça, mais intimement, concrètement, c'est une pratique. Hein, là je suis obligé de glisser quelques mots au démarrage, mais c'est une pratique qui n'est pas si évidente parce que les moines y passent une vie. Je vous dis, quand on fait des stages comme ça donc de méditation, c'est de la méditation intensive, c'est un peu comme dans le Vipassana ou comme dans le Zen, dans les traditions bouddhistes, ou enfin extrême orientales, c'est-à-dire que ce sont des pratiques qu'on fait effectivement une dizaine d'heures par jour pendant 5, 6, 7 jours, parce qu'il faut un temps de décantation.
On dort peu exprès pour pouvoir garder le niveau de conscience identique à quand on s'est endormi, enfin, parce qu'il y a un chemin qui se fait. C'est des pratiques qu'ensuite on peut faire dans la vie de tous les jours en faisant une seule chose à la fois. Parce que quand on fait plusieurs choses, on a tendance à redisperser l'esprit. Donc une façon intéressante des fois de pratiquer la méditation sans qu'elle porte ce nom-là, c'est de revenir à l'intérieur de soi à chaque occasion. Par exemple, il y a Thich Nhat Hanh qui appelait ça la méditation du téléphone. Par exemple, vous mettez les sonneries classiques de téléphone et vous ne répondez qu'à la 4e sonnerie. Parce que dans les monastères, il y a des gongs, il y a des cloches. Donc en fait, la première sonnerie, c'est un rappel à soi. C'est « Ah, je me détends ». Deuxième sonnerie, je respire. Troisième sonnerie, je souris. Quatrième, allô. Comme ça, plus ça sonne, plus vous êtes zen. Vous voyez ? Ah oui, alors que sinon, d'habitude, on est stressé, ça sonne tout le temps, on le jette sur le téléphone. C'est-à-dire qu'on peut transformer des signaux de stress en signaux positifs. Vous pouvez faire la même chose avec le feu rouge. C'est du temps pour vous, le feu rouge. Ça dépend comment on l'utilise, en fait. Donc là, on va essayer d'apprendre à utiliser, mais sans support, c'est plus difficile. Ça s'appelle une voie abrupte. C'est plus facile de faire de la méditation avec un objet, avec un support. Que ce soit chez les Japonais, vous voyez, c'est des dos, ça s'appelle des voies, l'arrangement floral, le tir à l'arc. Alors il y a pour messieurs, il y a pour mesdames, il y a l'art du thé, il y a la calligraphie. Mais il y a aussi la pêche à la ligne, il y a aussi la pétanque. Je veux dire, on n'est pas obligé de faire que du chinois. Vous voyez un type au bord de l'eau en train de regarder son flotteur, il s'oublie lui-même. Et il est comme je ne sais plus lequel, qui méditait sur la montagne jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que la montagne. C'est-à-dire qu'il n'y a plus qu'un bouchon, quoi. Et la personne est absorbée dans ce qu'elle fait. Elle est en samadhi, dirait-on, dans les traditions bouddhistes. Et donc, on peut s'absorber dans plein de choses différentes. C'est plus facile avec un objet. Mais là, ça va être plus difficile parce qu'on le fait sans objet. Le seul objet va être le souffle. C'est-à-dire utiliser le souffle comme un cheval sur lequel on va monter pour se diriger à l'intérieur et se placer. Donc on va le faire concrètement, ça durera ce que ça durera. Normalement on va essayer allez, on va faire 3 quarts d'heure. C'est peu, mais vous allez voir que ça peut vous sembler un peu long. Je vous dis, c'est pas 10 heures, hein, donc on est sympa quand même, mais 3 quarts d'heure. Je vais vous accompagner au début pour voir ce qui se passe. Peu importe le temps que ça prend, en fait, vous allez respirer et vous allez être au présent pendant un certain temps. Quand on est au présent, la durée n'a pas d'importance. C'est ce que l'on en fait qui va être important. Donc, on aurait pu aussi virer tout, mettre des coussins, faire ça façon asiatique, mais culturellement, il n'est pas évident non plus pour tout le monde de se mettre dans des positions qui soient stables, parce que quand on est sur des coussins, c'est quand même bien d'avoir les genoux qui touchent le sol et d'avoir un trépied, d'être stable. Si vous regardez toutes les statues de Bouddha, c'est toujours une position très stable. Si vous êtes comme ça croisé et un peu instable sur le bout des fesses, c'est pas du tout confortable pour méditer. Donc si on a la souplesse nécessaire, on peut très bien le faire en position jambes croisées, mais sinon il est intéressant de voir que comment on appelle ça, les tankas, les peintures des moines tibétains représentant le futur Bouddha, il est sur une chaise. Donc vous ne sentez pas obligé de pratiquer forcément sur des coussins. La chaise peut tout à fait convenir. Il ne faut pas confondre les moyens et les fins. Évidemment, sur une chaise, on est un peu plus perché, c'est moins stable, mais ça se fait très bien. Donc par contre, la seule règle importante, c'est de ne pas toucher le dossier. C'est-à-dire qu'il faut que le corps soit... Alors j'espère que vous pourrez peut-être reculer pour ne pas toucher la chaise de devant. C'est-à-dire l'intérêt, donc je suis désolé, je ne peux pas... Mais imaginez que je sois assis, donc l'important c'est que le dos soit droit. Alors droit, c'est une sensation personnelle. Il ne s'agit pas forcément que la colonne, on sait qu'elle est de toute façon pas droite, mais c'est que vous ayez la sensation, il vaut mieux être sur l'avant de la chaise, avoir la sensation qu'en bougeant légèrement le corps, il tient tout seul, sans avoir à faire travailler les muscles parce qu'on est trop en arrière ou trop en avant. Parce que, première règle, la posture, ça c'est la partie terre, c'est la partie corps, placer le corps, parce qu'après il va falloir l'oublier. Donc pour l'oublier, il faut le poser bien au départ. Même s'il peut se rappeler à l'ordre, on verra, dans un premier temps, être capable de le poser et de penser à autre chose. Donc,
Les jambes sont dans l'écartement des hanches à peu près, des épaules. Les mains peuvent être au choix réunies devant ou alors sur les genoux. En tout cas, les épaules doivent être détendues. Elles sont à peu près à l'aplomb des oreilles. C'est-à-dire que les épaules sont ni trop penchées en avant, ni trop tirées en arrière. Ça doit être une position assez naturelle. Il faut pouvoir dégager quand même le poumon pour respirer. Le sommet de la tête, donc l'épi des cheveux, est relié virtuellement au plafond, c'est-à-dire que la tête est droite mais pas comme au garde à vous, c'est-à-dire que le menton est très légèrement rentré et c'est la pointe de la tête, c'est le paihue, le ventumai qui est, disons, le point le plus haut. Donc l'épi des cheveux, ce qui donne l'impression, vous voyez, comme si on tendait l'épi des cheveux, que la colonne est bien droite, mais sans tension. Hein. Le Bouddha disait que la méditation, ça doit être comme la corde du luth. Trop tendue, elle va casser, et trop molle, elle ne donnera pas de son. Donc il faut vraiment être dans une juste tension. Ça, c'est voilà, à peu près la position du corps. Il n'y a pas d'effort particulier, il faut juste rester droit. L'intérêt de rester droit sans être en appui, c'est qu'on doit quand même garder une situation de veille qui fait que on va moins s'assoupir. Parce que si vous vous adossez, vous risquez de piquer du nez plus rapidement. Or, le but, c'est d'être attentif. Ça n'empêchera peut-être pas que vous puissiez vous endormir, mais ce sera en conscience et plus tard. C'est ça qui est intéressant. On peut aussi mourir comme ça. C'est-à-dire, si on voit des moines parfois dans les monastères qui sont en train de piquer du nez tout en méditant, on se dit mais qu'est-ce qu'ils font là? Il ferait mieux d'aller se coucher. Non, non. Leur esprit est en train de faire un travail d'observation intérieure et ils partent, ils se voient rêver, ils se voient dormir. Et justement, plus tard, ce sera la même chose quand ils seront à la fin de leur vie. C'est une pratique de conscience, y compris dans l'endormissement. Et c'est pourquoi c'est une pratique à faire, souvent, on en reparlera à la fin, le matin au lever et le soir au coucher. Donc, position du corps naturelle. La respiration, donc le deuxième niveau, ça va être à l'intérieur de ce corps qu'on a placé, c'est de placer le souffle. Alors les yeux normalement sont posés devant, mais là vous avez certainement des dos, donc on fixe rien de particulier, simplement le regard est posé un petit peu légèrement vers le bas, c'est-à-dire que le regard est mi-clos. Vous avez sans doute souvent vu ces statues de Bouddha avec les yeux mi-clos, parce que les yeux grands ouverts c'est yang. Ça veut dire on est attentif à tout ce qui se passe dehors. Les yeux fermés, c'est yin, mais du coup on a tendance à un assoupissement, ça se passe que dedans, mais on oublie qu'il y a le dehors. Les yeux mi-clos, ça permet d'avoir la moitié de sa conscience à l'intérieur et la moitié à l'extérieur. Si on a du mal à se concentrer, on peut temporairement fermer les yeux pour forcer l'esprit à voir ce qui se passe dedans. Si on a tendance à s'assoupir, on peut les ouvrir exprès pour retourner un petit peu sur l'extérieur. Mais normalement, le regard est mi-clos. Ça c'est pour la portion concernant le corps. Après là-dedans on va mettre le souffle. Il faut oublier ce qu'on connaît de l'anatomie. Hein. Il faut s'imaginer que le corps, ce corps qui est posé sur la chaise, est, je vous disais, une bouteille vide qu'on appelle un cadavre. C'est-à-dire vous êtes simplement posé détendu là, et quand vous respirez par le nez, vous sentez l'air qui coule et qui rentre doucement jusque vers le ventre. Hein. Si vous ne retenez pas spécialement la respiration, si vous voyez un bébé respirer, vous voyez son ventre se soulever, pas sa cage thoracique. Hein. Parce que le poumon il est triangulaire, et en vérité c'est la base du poumon qui ramasse l'air, et du coup ça fait gonfler le ventre. C'est pour ça que d'ailleurs que la fonction du poumon a une fonction de descente vers les intestins. Et donc quand on inspire, normalement le ventre se dilate légèrement, et la sensation qu'on a, c'est que l'air en fait remplit aussi le ventre. Et si on est bien détendu, on peut sentir aussi que les reins eux-mêmes, dont le chi attire celui du poumon, en fait quand on respire, on peut avoir l'impression d'une sorte de respiration comme ça qui prend toute la partie inférieure, mais il ne faut pas la forcer. Parce que le problème, c'est qu'il va falloir suivre la respiration, et beaucoup de gens confondent suivre et diriger. Donc consciemment, ils font un effort, ils respirent de façon plus ample, mais du coup, ils sont en train de diriger en croyant qu'ils suivent.
Et c'est encore une volonté, c'est comme les gens qui se disent « il faut que je pense à rien, il faut que je pense à rien », mais ils sont justement en train de produire des pensées. Donc c'est très curieux. Vous savez, ces gens qui disent « travailler au lâcher-prise », c'est pareil, on lâche prise, point. Il faut donc simplement suivre la respiration. Vous pouvez prendre 2 ou 3 respirations plus importantes au début pour... j'allais dire pour dilater un petit peu, pour faire de l'air dans la maison, mais une fois que vous avez pris ces quelques respirations, vous allez simplement suivre le souffle, et si vous le suivez, naturellement, il sera quand même un petit peu ralenti. Alors je vais le bruiter légèrement, pour vous donner une idée de ce qui se passe, quand on est attentif, mais ça peut faire par exemple, donc là j'inspire, je laisse se remplir. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est que chaque fois qu'on est dessus, à chaque seconde, on doit être sur ce moment-là. Il n'y a rien avant, rien après. On est sur la chose au fur et à mesure. On ne force pas, mais vous savez, comme un ballon qui se dégonfle. On le laisse se dégonfler, puis quand il est vide, on le laisse se remplir. Donc en fait, vous n'allez pas respirer, vous ne respirez pas, vous laissez la respiration se faire en vous. Et le but du jeu, c'est pas de respirer, c'est d'être le souffle. Le souffle, c'est l'invité de la respiration. La respiration, c'est quelque chose de mécanique. Mais le souffle, c'est lui qui induit la respiration. Et le souffle, c'est ce qui nous unit. Donc il faut placer le souffle à l'intérieur du corps. Et puis il va falloir placer l'esprit à l'intérieur du souffle, 3e étage. C'est-à-dire, comme on sait que l'esprit a tendance à se disperser facilement, eh ben, on va prendre, je vous disais, ce cheval-là, ce cheval de Troie, qui va nous faire entrer à l'intérieur du corps et en ressortir. C'est-à-dire qu'on va placer l'esprit à l'intérieur, de sentir ce souffle qui rentre et qui ressort. Et on va essayer de rester uniquement sur ce souffle. Alors pourquoi j'ai compté 1, 2 ? C'est que vous pouvez, pour vous faciliter éventuellement la vie, alors vous le faites évidemment silencieusement à l'intérieur, mais vous pouvez par exemple justement compter en quelque sorte, sans que ce soit 3722, on est d'accord, à 10 vous revenez à 1, et si vous arrivez à 10 c'est que déjà vous êtes costaud, mais sinon chaque fois que vous prenez conscience du fait que vous vous êtes évadé, vous revenez sur 1, et vous essayez de nouveau de suivre la respiration naturellement. Vous allez voir à quel point il est facile pour l'esprit de s'évader. Et d'ailleurs, c'est une autre technique qui peut être intéressante, de surveiller la prochaine pensée qui va venir. C'est-à-dire, vous êtes attentif à votre souffle, vous êtes votre souffle, et vous dites, tiens, est-ce qu'une pensée va surgir? Est-ce que vous êtes capable de la voir surgir? C'est pas évident. Le simple fait de l'attendre sans penser peut être déjà un très bon exercice. En tout cas, si vous vous mettez à embrayer sur une pensée, parce que ça va venir très vite, votre ego va reprendre tout de suite la main. Dès que vous prenez conscience que vous n'êtes plus là, en vérité, que vous êtes parti dans vos pensées, vous la posez, vous la mettez à côté de vous, comme une feuille morte. Vous dites, ok, toi je t'ai vu, je te pose là, parce que c'est pas intéressant, c'est pas l'objet en ce moment, c'est pas grave, on verra ça plus tard. Vous posez cette pensée, quelle qu'elle soit, et vous revenez sur le souffle. Et vous verrez que vous risquez d'avoir un parterre de pensées à la fin assez important, parce que l'esprit s'y entend pour revenir vous occuper. De toute façon, vous serez tiraillé soit par l'esprit, soit par le corps. C'est-à-dire que vous allez être attiré par des sensations, par des démangeaisons, par des inconforts, par des douleurs, par des envies de changer de position, de se gratter, que sais-je. Votre corps va dire « Hé, m'oublie pas, je suis là ». Il a peur qu'on l'oublie. Et puis si c'est pas lui, si le corps va bien, c'est l'esprit qui va tout de suite s'emparer, et puis vous allez partir sur vos souvenirs, sur vos soucis, sur je ne sais quoi, sur vos pensées. Entre les deux, l'espace est ténu. Mais c'est entre les deux que tout se passe. Donc on va commencer simplement à suivre cette respiration, et je vais vous faire visiter la maison pour que vous preniez conscience de ce qui est important dans cette maison.
Donc vous placez bien le corps, comme on l'a dit, si ce n'est pas déjà fait. Vous y placez le souffle. C'est l'objet des petits coups de clochette au début des méditations. Chaque coup de clochette dit détendez le corps, posez le souffle, posez l'esprit. Le fait de détendre le visage aussi, parce que le visage est la fenêtre des pensées et des émotions. Si le visage est crispé, c'est qu'on est déjà en train d'aborder la méditation comme un stage de survie. Le visage, il faut qu'il soit bien détendu pour que le cœur soit détendu à l'intérieur. Et donc on laisse la respiration faire son petit chemin à l'intérieur. On vérifie que le corps est bien détendu. Et le corps en question, j'en profite juste pour vous rappeler, tout à l'heure à la conférence, je disais que c'est du compost. C'est-à-dire que vous venez d'aller manger tout à l'heure, on sort de table, vous avez de la nourriture dans l'estomac en ce moment. Et vous avez commencé à amorcer une digestion. C'est-à-dire que vous avez une cuisine que vous connaissez tous, qu'on appelle le triple foyer à l'intérieur du corps, qui va permettre à cette nourriture de devenir une partie de vous. Ce travail, donc, il est fait parce qu'on a tout un moteur à l'intérieur, qu'on laisse faire, il sait faire. Il n'a pas besoin qu'on lui donne des ordres, ça c'est une intelligence automatique, ça fait partie de ce qu'on appelle le po. Le corps sait ce qu'il a à faire. Donc, vous digérez tranquillement, parce que vous avez la cuisine qui est occupée en ce moment. C'est aussi pourquoi une partie d'entre vous pourront peut-être un peu somnoler, parce que quand l'énergie se dirige en cuisine pour transformer la nourriture, on a plus de mal à être attentif. Vous avez tous remarqué qu'étudier après manger, c'est un peu difficile, on a des coups de barre, parce que l'énergie part en cuisine. Et c'est pourquoi il ne faut pas non plus forcer les personnes qui viennent d'attraper par exemple un coup de froid à manger sous prétexte qu'elles ont perdu l'appétit, parce que c'est en surface que le corps est en train de se défendre et les cuisiniers ont pris les armes pour aller protéger le corps. Ils retourneront en cuisine plus tard. Donc il faut comprendre pourquoi l'énergie du corps se dirige à tel ou tel endroit en fonction des besoins. Là, on a une partie de cette énergie qui est en train de digérer. Au sous-sol, vous avez les poubelles. Vous avez, une fois que vous allez avoir digéré, vous allez avoir les déchets solides qui vont partir d'un côté, les déchets liquides de l'autre. Et puis vous avez aussi la chaudière en bas de la maison qui vous donne votre température. C'est dans cette zone qu'il y a le yuan chi, la chaleur qui permet d'alimenter le corps pendant toute sa vie. Si on remonte, si on remonte tout en haut, on va laisser passer le poumon et le cœur. Ce qui va beaucoup vous occuper, ce qui va vous poser problème dans la méditation, c'est l'espèce de home cinéma qu'on a en haut. On a dit que c'est par les yeux et les oreilles que rentrent les informations. Le cerveau fixe toutes ces informations. C'est un ordinateur en quelque sorte. Ordinateur en chinois se dit tiannao, ça veut dire cerveau électrique. C'est les mêmes fonctions. Vous avez des partitions à l'intérieur du cerveau qui stockent des informations, qui les restituent, donc qui captent des informations et qui les ressortent. Et c'est lui que vous sollicitez en permanence via les organes pour penser. Et donc, ce cerveau, il a été chargé de tas de choses que vous avez mangées. Le corps qui est assis sur cette chaise, il s'est nourri d'un nombre incalculable de repas pour rester en vie. Et puis, ce que vous pensez être vous, donc vous pensez peut-être être votre corps, mais ce corps finalement, c'est un peu ce que vous avez mangé à midi, qui a simplement été transformé. Et puis vous pensez savoir avoir une opinion, vous avez des pensées, vous avez des goûts pour certaines choses, vous pensez que telle personne a tort, que telle autre a raison. Vous-même avez forcément votre raison, mais cette raison, elle est faite de choses qui vous constituent et qui vous ont conditionné depuis la prime enfance. Donc en fait, si on faisait abstraction de tout ce que vous avez ingurgité, que ce soit à l'école, que ce soit en médecine chinoise ou en je ne sais quoi, qu'est-ce qui resterait? Est-ce que cette construction,
cette somme de choses ingurgitées est vous. Non, c'est simplement votre bibliothèque. Vous avez une bibliothèque en haut et vous allez régulièrement, dans cette bibliothèque, puiser dans des ouvrages, retrouver des choses qui vous intéressent pour comprendre, pour transmettre. Mais ce qui va nous intéresser maintenant, c'est que vous êtes concentré sur le souffle. Le souffle, ce n'est pas le corps. Le souffle, ce n'est pas l'esprit. Le chi, c'est ce qui est entre le corps et l'esprit. C'est ce qui les unit. Mais il n'est ni l'un ni l'autre. En même temps, je vous parlais de cette conscience vide tout à l'heure. Le souffle, c'est le vide. À l'intérieur du corps, il y a du vide. La matière elle-même est vide. La matière est constituée d'atomes qui eux-mêmes sont constitués de noyaux et d'électrons. Et en fait, ce qui est vraiment la matière, c'est juste le noyau, le reste c'est du vide et de l'énergie. C'est-à-dire votre corps n'existe quasiment pas, il est fait de vide essentiellement. Et Lao Tzu disait, la maison est percée de portes et de fenêtres, mais c'est le vide qui permet l'habitat. Et là, on touche un point important. Est-ce que votre maison, c'est la façade, c'est la décoration, c'est tous les bibelots que vous avez accumulés dans votre maison depuis tant de temps? Est-ce que c'est tous ces livres que vous avez accumulés et vous ne les avez pas tous lus, mais vous les avez, c'est rassurant, en mémoire quelque part? Ou est-ce que c'est l'espace qui est à l'intérieur de la maison? Il y a des maisons comme ça qui sont encombrées de tas de bibelots, de tas de décorations, de tas de meubles, et on ne peut plus circuler à l'intérieur. Ah, ces maisons sont riches. Quand on voit la bibliothèque, on dit « Ouh, c'est quelqu'un de très intelligent, il sait beaucoup de choses ». Mais on confond l'érudition et la sagesse. Il y a des sages qui ne savent pas écrire, qui ne savent pas lire. La sagesse, c'est de pouvoir de connaître, de naître avec, pas de savoir. C'est-à-dire de pouvoir vider l'esprit, de pouvoir faire de la place, de laisser de la place à ce souffle, parce que lorsque le corps disparaîtra, lorsque l'esprit s'éteindra, c'est le souffle qui va continuer. Donc la pratique de la méditation a pour but premier de vous placer sur ce qui en vous n'a ni commencement ni fin. Vous êtes un habillage autour du souffle. C'est l'image de la bouteille d'eau dans la mer qui a été évoquée pendant la conférence. Nous sommes des bouteilles vides. Alors on peut imaginer une bouteille dans la mer, une bouteille dans l'air, peu importe. Toujours est-il qu'il faut décapsuler le goulot de la bouteille et laisser passer l'eau qui est dedans pour qu'elle puisse communiquer avec l'eau qui est dehors, ou l'air qui est dedans pour communiquer avec l'air qui est dedans. Dehors, je ne sais plus ce que je dis. Être un os creux, comme disent les Amérindiens, pour laisser le souffle passer. Voilà dans quel esprit on va respirer, respiration après respiration, je m'occupe du chrono, peu importe si vous entendez des bruits autour, prenez conscience de tout ce qui se passe, laissez-le passer, ne vous y attachez pas, essayez de rester dans le souffle, essayez de rester le souffle et de garder votre esprit à l'intérieur. Et si vous n'y arrivez pas, analysez qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est le corps, est-ce que c'est l'esprit, posez la chose en question, revenez sur le souffle et on en reparle un peu plus tard. Pour les personnes qui ne dorment pas bien, si au milieu de la nuit il y a des réveils, en fait, ça veut dire que c'est le bon moment pour méditer. Parce que quand vous méditez, vous voyez, votre cerveau se met en onde alpha, c'est-à-dire c'est les mêmes ondes que le sommeil. Et il y a différentes phases, mais bref. Et en fait, dans ce cas-là, vous pouvez profiter justement, entre guillemets, du fait que vous ne dormez pas pour transformer ce moment de nuit en méditation, ce qui fait que vous allez reposer quand même l'esprit de la même façon que si vous dormiez. Donc ça permet de transformer en positif une période où on ne dort pas. Et comme c'est souvent les personnes qui sont un petit peu trop surmenées intellectuellement, qui ont des problèmes de sommeil, c'est thérapeutique de transformer cette phase d'insomnie en méditation plutôt que
que de prendre des médicaments qui abrutissent. Voilà. Donc pourquoi il était intéressant de pratiquer ce genre de choses, enfin pourquoi le docteur Leong disait que c'est important, c'est qu'effectivement, vous imaginez que si on fait ça de façon un peu régulière, c'est comme un jardin qu'on défriche. Là, on a fait juste une petite demi-heure pour voir, pour les gens qui ne connaissent pas. Pour les autres, ça ne fait jamais de mal, c'est comme le vélo, hein, ça fait du bien quand même d'en refaire. Mais toujours est-il que si sur des périodes plus intensives, on fait ce genre de pratique, il y a effectivement un nettoyage, un rangement qui se fait au niveau de l'esprit. Et cette clarté nous sert pour le jugement, pour le diagnostic, pour voir l'autre tel qu'il est véritablement, sans projection personnelle. Ou alors avec, mais on se connaît, c'est-à-dire comme on s'est vu, je vois mes lunettes, donc je vous vois, mais je sais que j'ai des lunettes, je sais que mes lunettes faussent ce que je vois de vous. Enfin, théoriquement améliore, mais c'est quand même, imaginons qu'elles soient de soleil. Hein. Donc, savoir qu'on a un filtre et connaître ce filtre permet de mettre une tare dans la balance pour dire je le vois comme ça. Et si vous avez un médecin qui est jovial de tempérament, bah, tous ses patients il va diagnostiquer tous ses patients dépressifs. Mais c'est pas juste. Hein. Donc il faut quand même se connaître soi-même, savoir si on a des obsessions, des craintes personnelles, sinon on les projette chez tous nos patients. Hein. Vous êtes obsédé par les microbes ou la bouffe, et puis ça y est, chez tous vos patients, vous cherchez un problème de cet ordre, ou les problèmes psychologiques, etc. Non, c'est vos histoires à vous, c'est pas ceux de vos patients. Donc il faut faire ce travail personnel pour savoir où est notre construction personnelle, la déconstruire, ou alors en tout cas la mettre de côté, pour pouvoir voir vraiment les gens et les aider tels qu'eux ils ont besoin. Donc ça a plusieurs vertus parce que d'abord ça calme les émotions, les pensées, les désirs, et puis ça veut pas dire que ça les éteint, simplement ça les calme. Ça peut leur donner un sens, une valeur différente. Et puis évidemment la psychologie c'est un chemin vers la spiritualité, c'est-à-dire qu'on doit passer d'un ego déséquilibré à un ego équilibré, ça c'est la psychologie, mais ensuite passer d'un ego plus ou moins équilibré au non-ego, c'est-à-dire le faire disparaître, ça c'est le domaine de la spiritualité. Normalement, si on veut aider les autres, il faut toujours être en chemin un peu devant. Donc il faut être un petit peu dans des pratiques il n'y a pas de coupure franche, qui ont un lien avec une forme de spiritualité pour pouvoir assurer un petit peu du dessus. Parce qu'effectivement, on parlait dans la conférence précédente, l'objet c'était la mort, et donc si on veut pouvoir aider des gens par rapport à des questions qui se posent par rapport à ça, des peurs, etc., c'est vrai qu'il est intéressant de faire des petits tours à l'intérieur soi-même et de voir de déconstruire un petit peu le système. Mourir à soi-même, c'est une expression, mais ça veut dire simplement, c'est pas forcément, on peut faire des NDE aussi, on peut avoir, enfin, j'ai aussi ce truc de partir en coma pendant un moment, alors ouais, on voit autre chose, mais sans aller jusqu'à des expériences comme ça, simplement le fait de se voir soi-même, de voir ses yeux, de se voir de l'intérieur. Il n'y a que des pratiques méditatives, introspectives qui permettent de faire ça. Alors il en existe un certain nombre, aucune importance. L'important c'est le chemin qui se fait en le faisant. Par contre, elles ont tout en commun de prendre du temps, de la patience. Je parlais de défrichage. Alors il y a des gens, vous savez, qui sont du genre, ils se retroussent les manches, puis une fois l'an, ils font le jardin, ils défrichent tout. Pendant une semaine, ils vont faire que ça. Puis il y en a d'autres, tous les jours, ils retirent quelques mauvaises herbes. Hein. L'idéal, c'est de faire d'abord une phase de défrichage et ensuite de continuer à piquer les mauvaises herbes de temps en temps, de ne pas avoir à faire des choses trop importantes. Mais si vous êtes dans une tourmente de la vie et que vous faites une demi-heure de méditation de temps en temps, ben, en général, on sent que ça ne le fait pas. Alors entre ça et les moines qui passent leur temps à faire que ça, évidemment, il faut trouver un compromis. Mais c'est vrai qu'il faut installer un petit peu, idéalement, un peu de méditation dans sa vie, si vous voulez, pour pouvoir ensuite installer sa vie dans sa méditation, en quelque sorte. Mais ça fait partie d'une certaine hygiène de vie, comme on se lave les dents. C'est quelque chose d'intéressant parce que vous n'attaquez pas votre journée de consultation de la même façon quand vous faites ce genre de pratique. Et quand vous êtes vous-même dans la hâte, dans les soucis, dans les problèmes, puis vous recevez votre patient, et puis vous voyez, vous-même, lui il est agité, vous êtes agité, effectivement, vous pouvez toujours calquer sur lui une méthode simplifiée qui vous rassure, avec des algèbres, des calculs, ou je ne sais quoi, des schémas,
Vous avez appris quelque chose qui vous permet de retomber sur vos pattes, mais vous ne le voyez pas vraiment. C'est pas tout à fait la même chose. Un vrai diagnostic, c'est, comme dirait le gars dans Avatar, c'est je te vois. C'est vraiment l'idée qu'on peut se mettre à la place. Mais pour ça, il faut soi-même ne pas avoir de forme. Et donc, il faut pouvoir faire abstraction de soi-même tout en gardant son savoir, mais pouvoir se défaire de ça sans prendre personnellement des choses, sans être parasité par des choses. Or, la non-conscience, on ne peut l'atteindre qu'en silence. Parce que le mot, c'est une vibration, c'est un parasitage. En fait, notre conscience externe, elle reçoit des éléments parasites, des lumières, des sons. Et donc, c'est ça qui va la nourrir. Mais vous connaissez les 3 petits singes de la tradition, hein? Voilà. C'est-à-dire qu'on arrête l'émission et la réception. C'est-à-dire, comment obtenir la sagesse? On ne peut pas l'acheter, elle n'est pas dans les bouquins. Hein? C'est comme les livres sur la confiance en soi, c'est le jour où on les ferme hein, qu'on a confiance en soi, c'est pas... Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut capter cette partie de nous qui vient du fond qu'en éteignant la lumière, qu'en cessant le parasitage de la pensée ordinaire. Et comme on ne peut pas le faire par un acte de volonté, on est obligé d'attendre. Pour que les choses se posent, et puis ça vient tout doucement. Obscurcir l'obscurité, disait Lao Tzu, c'est la porte de toute merveille. Donc effectivement, il y a beaucoup de gens qui croient qu'il faut allumer, vous savez, pour voir les choses. Mais vous voyez là le ciel, il est allumé là, mais on ne voit rien. Quand il fait nuit, on voit les étoiles. Parce que ça éclaire, mais ça aveugle en même temps. Donc, c'est parfois en faisant taire les choses. Hein, je vous disais, quand on vieillit, on voit plus bien, on n'entend plus bien. Mais c'est là où ça veut dire, il faut regarder dedans. Tu n'as pas besoin de bien voir dehors. C'est l'heure de regarder dedans maintenant. Donc, il y a un temps pour ça. Et effectivement, arrive une étape de la vie où même si on continue, on met des lunettes et on continue de faire des choses dans le monde, il faut consacrer un temps pour aller vers l'intérieur, parce que c'est la préparation. Le docteur Leong, il était donc déjà en retraite, il ne soignait plus. J'allais le voir de temps en temps, et puis donc il avait un cancer du foie sur la fin de sa vie, et il traitait ce cancer uniquement par l'alimentation, la méditation et le qigong. Parce qu'il disait, à mon âge, 90 ans passés, à mon âge, les aiguilles c'est plus la peine, les médicaments non plus, ils ont proposé de la chimio, c'est bon. Et simplement, bon, il s'est éteint à 92 ans, le cancer est parti avec lui. Mais, tout content d'ailleurs qu'on ait fermé la porte et qu'on lui ait laissé 3 jours pour mourir normalement. Mais, il disait, je prépare la suite. Ce qui est important, c'est plus de guérir. Vous voyez, on voit des gens, j'ai des patients de 80 ans passés, ils engagent des protocoles de chimio, des hormonothérapies sur 5 ans, 10 ans. Ça rime à quoi hein? Mais derrière, il y a encore en filigrane cette peur de la mort, etc. Hein? Donc, toute pratique, enfin le docteur Leong disait, si vous soignez les autres, il faudrait pratiquer une forme ou une autre, parce qu'on s'en fout, on n'est pas pour vendre une église, ou une forme ou une autre de méditation, c'est-à-dire emmener l'esprit à l'intérieur, quel que soit le moyen, quel que soit l'emballage, pour permettre effectivement ce travail, si ce n'est pour vous réincarner comme un Bouddha, pour pouvoir continuer d'aider l'humanité souffrante, au moins pour vous endormir en paix et retourner dans la grande maison, comme disait Chuang Tzu. Hein. Donc c'est une pratique de préparation à la vie comme à la mort, la méditation. C'est quelque chose d'un petit peu particulier. On ne l'a plus tellement dans notre culture. On a bien des églises, on a des chaises pour s'asseoir en silence. Hein. Il y a un espace dans les aéroports où les gens de toute obédience peuvent aller se poser en silence. Ça existe, mais c'est devenu un espace vraiment, vraiment restreint. Et puis évidemment, il y a une telle profusion de décoration dans certaines églises, on va dire, qu'on oublie que l'important c'est l'espace et non pas les ors qui sont autour. Voilà, j'aurais préféré avoir plus de temps pour la conférence que par rapport à la méditation, parce que de toute façon on en fait ou trop peu ou trop peu. Est-ce qu'il y a quelques questions, que ce soit par rapport à la conférence ou par rapport à cette histoire de méditation? Ça vous parle un petit peu?
Hein. C'est simple. Vous voyez, on est aux antipodes de tout atelier ou de toute conférence sur il faut avoir des connaissances particulières pour faire quelque chose de particulier. Là, c'est vraiment retourner à une certaine simplicité pour retrouver du fond. Et quoi de plus simple que de s'asseoir calmement et de rien faire. Mais en fait, dans notre culture, c'est horrible. Hein, c'est pas facile parce que c'est agité. Alors, je ne sais pas comment vous l'avez vécu. Il y a des gens qui ont réussi à se sentir, je dirais... Alors, il y a un effet de groupe aussi, mine de rien. Si vous le faites seul, vous verrez que c'est plus le bazar. Hein, on est plus agité, physiquement, mentalement. À plusieurs, comme par hasard, c'est une cordée. C'est pas pareil. D'où l'intérêt, quand c'est possible, de se réunir de temps en temps à plusieurs, à quelques-uns, pour méditer ensemble, parce que ça rend la méditation plus facile, paradoxalement. Hein. J'ai une question. Oui ? Par rapport à la douleur. Oui. Parce que quand on rentre à l'intérieur de soi, enfin moi en tout cas personnellement, on sent des énormes douleurs. Donc Oui. c'est un peu dur de continuer. Non, justement, De revenir, justement, la douleur, c'est un signal du corps. Hein. Mais la douleur, moi, j'ai pratiqué de la méditation pendant un petit moment aussi. Enfin, continue. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai eu des douleurs à en chialer parce qu'au début, je ne savais pas si c'était jusqu'où je vais aller. Et dans des monastères, des fois, ça peut durer longtemps, puis on ne sait pas, il ne faut pas bouger, etc. Alors, est-ce que c'est mon ego qui se dit par fierté, je tiendrai, etc. Quelle est la différence entre la douleur et la souffrance? Quelle est l'importance que je donne à cette douleur? Quand on voit qu'on peut se faire opérer sous hypnose, est-ce que la douleur est vraiment très importante par rapport à l'esprit? Un jour, j'ai décidé de ne plus bouger. Par exemple, moi, je ne suis pas spécialement souple, mais je me mets en position en demi-lotus, je ne sais pas comment on dit, pour méditer sur un coussin. Au bout d'un moment, ça fait mal. Mais bon, ça fait mal. C'est comme les stoïciens, ça fait mal. C'est-à-dire, mon corps souffre, mais je ne suis pas mon corps. Donc, ok, il souffre. Mais c'est justement un des moyens de s'en détacher. Sans rentrer dans le détail, mais je participe de temps en temps à des cérémonies chez les Lakota, à Pine Ridge, aux États-Unis, à Reserve Sioux. Ils font des Sundance, des danses du soleil là-bas. Ben, ils se font mal exprès, j'allais dire. C'est-à-dire, ils mettent des éclisses en bois dans la peau, hein, cette taille-là, ouais. Hein, et puis, ils attachent ça à une corde à l'arbre et ils arrachent. D'accord ? Parce que la douleur, quand je leur ai dit, mais c'est pas un peu barbare, ils m'ont dit, mais il n'y a pas des gens chez vous qui portent un mec comme ça autour du cou, hein, en le priant parce qu'il souffre pour les autres, ben nous on fait pareil pour les nôtres. Il faut comprendre le sens de la douleur. La douleur, ça fait partie de la vie. La seule chose, c'est que subir et décider, c'est deux choses différentes. Et en fait, on peut s'asseoir sur sa douleur. Alors, il peut y avoir un moment où la douleur est difficile, mais on a le droit de bouger. Simplement, par exemple, imaginons, vous méditez, vous avez une douleur, bon, bah, vous allez doucement tout faire en conscience. Et puis vous repartez pour un tour, mais ça refera mal. Simplement, c'est des outils de conscience. Mais par contre, on s'aperçoit quand on est parti, je vous parlais de l'hypnose, quand on est parti suffisamment profondément dans le souffle, on s'aperçoit que cette douleur, voyez, la douleur c'est comme les problèmes. Si par exemple vous ne pensez qu'à ça, voyez, j'ai mal, hein, j'ai un problème, et partout où je vais, putain, j'ai un problème. Voilà, j'ai toujours un problème. Sauf que j'ai pris de la distance par rapport à mon problème. Notre problème, c'est la distance qu'on prend par rapport à ça. Et la méditation, c'est un moyen de prendre une distance avec soi. Et quand on dit avec soi, c'est avec tout ce que le soi comporte d'emmerde. Sauf que souvent, c'est une fois que les gens commencent à avoir des difficultés physiques, des maladies, des gros problèmes, la mort qui s'approche, qu'ils se disent « faut que je fasse quelque chose ». Et là, c'est difficile parce qu'ils essaient de méditer dans la tourmente. Il vaut mieux, Neiching Sowen, c'est pas le jour où on a soif qu'on commence à creuser un puits. Hein? Donc, c'est une pratique qu'il faut déjà avoir, parce que les gens, oh ben non, en ce moment ça va, donc j'ai pas besoin de faire des trucs, des pratiques.
Hein, et puis une fois que ça pue, oui, bah, c'est pas le moment, hein, j'ai d'autres problèmes. Et on n'a jamais le temps finalement. Il ne faut pas oublier en tout cas que la nature a bien fait les choses. Avec l'âge, on est moins dans l'externe, dans l'exploit physique. Et quand vous voyez des personnes âgées sur un banc qui ne bougent pas, que ce soit au fond de l'Ardèche ou de n'importe quelle région, ben, ils sont en train de méditer. Ça ne s'appelle pas méditation. Les Ardéchois, ils appellent ça écouter le soleil. Hein, ils s'assoient sur un banc et puis ils laissent passer comme ça. Mais en fait, avec l'âge, on est amené naturellement à ça. Mais si on le fait en conscience et si on le fait plus tôt, évidemment, c'est encore quelque chose de mieux. Parce que l'âge ne fait que cristalliser nos tendances de départ. Donc si on prend des bonnes habitudes, l'âge, vous savez, c'est comme le vin. On va se bonifier, mais si on prend des mauvaises habitudes, on va devenir aigre. Hein? Et donc, vous n'avez pas remarqué, les vieux, c'est ou des vieux sages ou des vieux cons. Mais ils cristallisent leur tendance de départ. Ils deviennent vraiment pénibles, ou alors ils deviennent vraiment super. Eh ben, devenez des vieux bien, quoi. Hein? Donc, c'est une réflexion qui m'est venue une fois. Je mettais un sucre dans mon café, puis je tourne, puis je dis, tiens, le sucre disparaît, le café est toujours le même, il n'y a plus de sucre. Par contre, je le goûte, il n'a plus le même goût. Et ben voilà, c'est ça qu'il faut faire. Quand on meurt, il faut sucrer le monde. Hein? Hein? C'est juste ça. Donc c'est ce qu'on va faire dans la vie qui va faire qu'à la sortie, ça va juste participer de quelque chose. Mais pour ça, il faut des pratiques effectivement sur soi. Alors que on passe, vous voyez bien, les patients, ils passent leur vie à dire ouais, lui, il comprend pas ça, elle veut pas ça. Enfin, c'est toujours de la faute aux autres. Je suis malheureux à cause d'un tel. Tant qu'il ira pas bien, j'irai pas bien. T'es foutu. Non. D'abord, la personne fait le travail sur elle, et puis après, on verra bien si ça fait quelque chose sur les autres. Et le praticien lui-même, parce que s'il dit ça au patient, travaillez sur vous, et que lui, il le fait pas. Ouais. Donc, je dirais que ça fait partie de la formation professionnelle, normalement, de pratiquer une forme ou une autre de méditation quand on soigne les gens, si on veut vraiment les aider, je dirais, à leurs différents étages, aux différents niveaux. Parce qu'il y a aussi une chose qui va se produire, c'est que je ne parlais pas de l'étage du haut, mais là on a le ciel, et puis au milieu du ciel on a le soleil. D'accord ? Donc, quand on travaille le souffle, ça dégage les nuages, et après le soleil y brille. Et donc, l'émotion qui correspond au cœur, c'est plutôt la joie et l'amour. Donc en général, quand ça va bien, ça ne donne pas des gens acariâtres. Quand on fait le ménage, naturellement, bah, ça brille tout seul. Il n'y a pas à forcer pour que ça se produise. Donc c'est une pratique qui de toute façon est bénéfique pour soi et pour tout le monde. Donc c'est intéressant de voir, ben, vous voyez bien comment tourne le monde. Hein, on a tout ce qu'il faut au niveau des actualités pour nous dire tout ce qui ne va pas, partout où ça ne va pas. Mais c'est plus rare qu'on vous montre des groupes de moines en train de prier pour que le monde en question soit sucré. Hein? Après, c'est la lutte entre le sucre et le sel, quoi. Hein? Entre le côté obscur, etc., etc. Bah oui, on retrouve ça dans toutes les mythologies après. Donc, c'est, bah voilà, tel le petit colibri, il a le droit aussi de ronfler et de méditer de temps en temps. Le petit colibri, ça fait partie de son travail. Il ne peut pas être tout le temps non plus en train de jeter des gouttes d'eau. Sinon, il s'épuise. Voilà, bah, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui ? Sur les dons d'organes, on parlait oui. du processus de la mort et comment ça se passe à ce moment-là quand on fait un prélèvement. Ouais. On le fait assez rapidement en fait. Après. Alors, les dons d'organes posent un problème. Normalement, on donne un organe pour quelqu'un qui est malade. Le problème, c'est que si vous donnez un organe de votre vivant, vous donnez un rein, on vous opère, vous décidez de donner un rein à quelqu'un, pourquoi pas. Mais si, au moment de votre mort, vous autorisez à ce qu'on donne vos organes, en général, on n'attend pas que vous soyez trop froid. Et donc, le problème, c'est qu'il est possible que votre mort ne soit pas achevée dans son processus. Et donc, ça peut être embêtant pour le devenir des agrégats. J'en parlais avec Van Hagen, qui est un anatomiste allemand. Je ne sais pas si vous avez vu cette exposition. Elle est passée, je ne sais pas si elle est passée en France, qui s'appelait Body Words. Les Chinois ont copié cette exposition, en créé un autre, mais eux, ils ont pris des condamnés à mort. C'est les Chinois, quoi. Mais sinon, c'est un type qui a des volontaires,
qui plastine les corps. C'est-à-dire que dès que la personne est morte, il injecte des résines polymères dans le système vasculaire, par exemple, puis ensuite il met le corps dans un bain d'acide, et puis il récupère que le système vasculaire. Ou alors il fabrique comme ça des œuvres d'art, en explosant les muscles, la peau, etc. À l'entrée de l'exposition, vous avez un écorché, donc un type comme vous et moi, mais qui est mort, donc il est en plastique, enfin il est plastiné, c'est lui, avec sa peau. Colombo, et il explique qu'il y avait un truc super pédagogique qui explique à quoi sert la peau. C'est notre Gore-Tex, quoi, la fonction de la peau, etc. Donc c'est une super leçon d'anatomie, mais en même temps je pensais aux mecs qui sont passés sous le système, et à la sortie, bon c'est très particulier, mais à la sortie, donc ils demandaient s'il y avait des volontaires pour... Alors, il y a des exhibitionnistes jusqu'au bout, hein. Mais le gars il me dit, ça pourrait vous intéresser. J'ai juste une question. À quel moment vous procédez aux travaux que vous faites sur le corps? Il dit le plus tôt possible, il faut qu'il soit encore chaud. Je dis non, non merci, désolé, surtout juste pour une expo, je veux dire c'est bon. Hein. Mais alors, je me suis éloigné. Mais le problème du don d'organes, si tu veux, c'est que si on parle d'une personne qui vient de mourir, normalement il faut que ce soit frais, et donc normalement on avait dit il faut 2, 3, 4 jours pour que le processus de la mort se passe doucement. Après, une personne qui meurt dans un accident, j'allais dire, tant qu'elle est déjà un peu en morceaux, si on prélève un organe, je ne suis pas sûr que ça fasse non plus une grosse différence par rapport à ce qui s'est produit. C'est très difficile de dire, de répondre vraiment. Une chose est sûre, enfin deux choses sont sûres, c'est que si on vous greffe un organe, ne croyez pas que vous allez récupérer la psyché de la personne qui vous a greffé. L'organe n'est qu'un support. On change une pièce de l'ordinateur, mais le programme il n'est pas là. Donc il n'y a pas de souci. Hein. Je veux dire, c'est pas parce que les organes se répartissent les fonctions psychiques qu'ils en sont les dépositaires ou les fabricants. Donc ça, c'est une vision très matérialiste. Après, on peut se conditionner dans l'idée qu'on a, mais ça, c'est encore autre chose. Un autre truc, si vous faites de l'acupuncture, rappelez-vous que l'acupuncture est contre-indiquée chez les gens qui ont eu des greffes d'organes. Ben oui, parce que quand une personne a une greffe d'organes, enfin, c'est pas la greffe le problème, c'est la cyclosporine, c'est-à-dire la prise de médicaments anti-rejet. Parce que si une personne est sous traitement immunosuppresseur, en fait, elle a comme effet secondaire d'être très fatiguée, parce que le but c'est de baisser Cheng Chi, de baisser la vitalité, l'immunité, pour pas que le corps pour pas qu'il rejette l'organe. Donc le patient vient consulter un acupuncteur en disant je suis toujours crevé, est-ce que vous pouvez m'aider? Et si gentiment vous faites les points, bah oui, mais pouf, il rejette l'organe, donc c'est pas bon. D'accord? Donc là, il y a un choix qui a été fait, il faut en supporter un peu les conséquences, parce que vous serez... Paradoxalement, la pharmacopée peut aider, mais l'acupuncture risque de court-circuiter le truc et de provoquer un rejet. Si vous faites une bonne séance avec des points à la bonne profondeur, moxa et tout, vous risquez de provoquer quelque chose. Si le patient a une greffe qui n'a pas nécessité de traitement anti-rejet, il n'y a pas de souci, évidemment. La greffe a pris. J'ai une question. Oui? Concernant les prélèvements d'organes, Oui. la loi française a changé récemment. Ah. Récemment. C'est-à-dire qu'avant, il fallait avoir une carte de donneur au nom de maintenant, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Si on ne dit pas qu'on ne veut pas, on nous les prend. On fournit des organes, sauf si on fait la demande. Ouais. Oui, exact. Dans la loi française, qui ne dit mot consent. Le problème, c'est que j'ai lu ce truc-là, et que même si vous dites vous ne voulez pas, il y a un petit alinéa qui dit que oui, mais si c'est quand même utile, faut voir. Non, non, c'est clair, c'est clair. Alors, bien sûr, c'est une question difficile, parce qu'il y a une notion de sacrifice pour quelqu'un d'autre. Hein? Mais, j'allais dire, on a vite fait de proposer une greffe d'organes à des gens qu'on aurait peut-être pu soigner mieux autrement, aussi. Donc le problème, c'est qu'on a une médecine qui ne sait pas régler les organes et qui sait mieux les changer. Et par contre, changer les organes, ça coûte plus cher. Donc c'est aussi un certain business. Ah, c'est un marché incroyable. C'est des milliards. On va pas refaire le monde, on va juste le sucrer un peu. Je voulais poser la question du corps dans la chambre froide, tout de suite après le décès. Est-ce qu'il y a
Non, disons que idéalement, quand une personne meurt, il faudrait la laisser tranquille. Voilà, c'est ça. Théoriquement, on n'est pas censé la balader, la mettre au frigo. Voilà, on est censé. Moi, mon grand-père, il était dans sa chambre, ils ont mis 4 bougies, puis voilà, c'est voilà. Maintenant, c'est ça. Il y a une incidence sur les... Il peut y avoir, dans ce qu'on a vu ce matin, il peut y avoir, s'il y a manipulation de la personne dès qu'elle vient de décéder, un petit peu trop brutale, il peut y avoir effectivement une difficulté possible pour les derniers agrégats à se séparer. Ça peut être plus inconfortable pour la personne qui meurt. Parce que c'est un processus, on ne comprend pas que ça prend un peu de temps. C'est comme la naissance. La naissance, c'est pas pouf, je sors d'un coup, ça fait un peu de temps. Ben là, c'est un peu pareil, il y a un temps de sortie, quoi. Et donc ça peut compliquer, je ne saurais dire exactement de quelle manière, mais une chose est sûre, c'est qu'il faut laisser les gens reposer tranquillement, quoi, comme en cuisine. Parce que sinon la mayonnaise ne prend pas. C'est très breton tout ça. J'ai été infirmière et Oui. Quand une personne décédait, Ah, ça traîne pas. Hein. Dans la chambre, et on était on n'habillait pas tout de suite, on l'attendait, et ensuite elle était transportée à mort. Ça se faisait, c'était comme ça. Mais bon, ça c'était... C'était avant. Avant, et à la fin de ma carrière, c'était plus comme ça. Non, non. Personne n'était prêt à peine. Mais c'est le produit d'une méconnaissance et de besoin de rentabilité souvent. Il y a une histoire comme ça, il y a une histoire c'était arrivé à Piatra-Neamț en Roumanie, vers la Moldavie là-bas. Il y avait un employé nécrophile qui a sauté une jeune nana qui était décédée. Donc elle était dans la chambre froide, il l'a sortie, il se l'est faite et il l'a réveillée. Il l'a réveillée. Elle était censée être morte, elle était déjà dans le frigo. Et le gars, alors ça a dû lui couper ses effets, je pense. Et c'est rigolo parce que l'histoire dit que la jeune fille n'a pas porté plainte. Le prince charmant a réveillé la belle au bois dormant quand même. Hein, mais c'est pour dire qu'on les enferme un peu trop tôt, les gens. C'était juste pour dire ça. Hein. Mais c'est une belle histoire en même temps. Ah, les contes de fées finissent toujours bien. Hein, non, non, et puis dans les périodes de guerre, vous voyez, par exemple, ou dans les périodes d'épidémie, très vite les gens, on les met, mais c'est comme ça qu'on retrouve, vous savez l'expression se retourner dans sa tombe, qu'on retrouve des griffures. C'est qu'il y a des éléments, par exemple, imaginons le chêne est parti, donc le coma dépassé, et la personne elle est enterrée, mais le rune il est encore là. Et là, eh ben, la personne, elle peut encore bouger dans la tombe, ou voir peut-être s'être réveillée et dire « oups ». Et t'imagines quoi. Et là, c'est sûr que la mort, elle ne sera pas... Donc, il faut laisser les gens mourir tranquilles. C'est vraiment... Et on a dit, il n'y a pas d'œuvre de charité plus grande que d'aider quelqu'un à mourir. C'est aussi important que l'aider à venir au monde. Donc, il devrait y avoir une reprise en condition. C'est pour ça que je trouve que c'est une partie... On n'en parle jamais, mais zut, quoi. Ça nous concerne tous, quoi. Donc voilà, c'était des petits éléments à rajouter, mais la pratique de la méditation, les petits conseils qu'on peut donner, un dernier exemple peut-être, mais j'avais une patiente qui est venue, elle avait des idées noires, elle était, voilà, elle voulait se foutre en l'air. Elle avait une petite fille en plus. Tout ça parce qu'elle venait d'être larguée, pour une histoire de cœur. Mais c'était pas le moment de lui dire que c'était pas important, que demain... Non, là, c'était... ça allait pas, quoi. Et le problème, c'est que vous avez des gens comme ça, vu comment vous les voyez, vu ce qu'ils vous disent, vous savez pas ce qu'ils vont faire en sortant. Vous voyez ? Et puis en même temps, vous dites, je ne vais pas la suivre partout pour empêcher de faire une connerie. Et puis en même temps, si le lendemain vous apprenez qu'elle est passée sous le train, vous n'êtes pas bien quand même, hein, sachant qu'elle est passée vous voir avant. Parce que c'était un peu l'idée, c'est de dire j'ai envie de me foutre en l'air, mais je passe avant. Ça te met une petite pression quand même. Et là, le seul moyen que j'ai trouvé, c'était d'être honnête. C'est de dire, écoutez, moi j'ai appris des choses sur la mort. Si vous voulez vous tuer,
c'est pas grave, vous allez mourir de toute façon. Mais vous êtes un peu jeune, vous avez une petite fille, bon, mais vous voyez pas ça en ce moment, ok? Donc, imaginons que vous allez vous tuer. Imaginons qu'en sortant, moi je peux pas vous suivre, j'ai d'autres rendez-vous derrière, puis même... donc, imaginons que vous ayez envie de faire une connerie. Vous décidez de vous tuer. Il faut que je vous explique comment faire. Parce que, quand vous allez mourir, c'est pour toute la mort. C'est très important. Donc, en fait, j'ai donné un mode d'emploi. Et... vu ce qu'on a un petit peu vu ce matin, c'est que j'ai expliqué qu'il fallait absolument qu'elle ait l'esprit en paix au moment de la mort, sinon ça allait être l'enfer. Donc j'ai expliqué simplement le processus de la mort. Du coup, elle avait le droit de se suicider, mais l'esprit en paix. D'accord ? Donc elle est toujours là. Bah oui, parce que du coup, enfin, donc, c'est... comme je disais, c'est une façon, quelque part, je m'en suis rendu compte qu'après, mais j'ai recadré l'angoisse de vie en angoisse de mort. Elle a gardé son angoisse, parce que je ne pouvais pas la désamorcer, mais j'ai changé d'objet, si tu veux. Mais j'ai fait que dire ce qui me semblait correct, et donc, elle pouvait, imaginons qu'elle se serait suicidée dans des bonnes conditions, ben, bon, ça aurait été pas terrible pour la petite, mais au moins, elle serait morte bien. Encore une fois, il y a des gens qui se suicident. Il y a un bouquin qui s'appelle Suicide mode d'emploi, qui a été interdit un temps, mais qui a été réintroduit. Il y a des gens qui se suicident parce qu'ils n'ont plus envie de vivre. Alors, il y en a, ils se suicident parce que ils ne veulent plus vivre et ça se fait tout seul. Il y en a d'autres, ils cèdent avec quelque chose. Mais chez des gens qui sont gravement malades, qui souffrent depuis longtemps et tout, s'ils décident de dire bon, ça suffit, pourquoi pas ? Là encore, c'est juste la peur de la mort. Mais on peut décider, pourquoi pas, je trouve que ça peut être tout à fait correct, si la personne a l'esprit en paix et qu'elle dit c'est bon, ça va. Ouais. Par contre, cet acharnement des soignants à dire non, non, il faut le garder encore, là, c'est leur propre peur qu'ils projettent sur les gens, quoi. Et là, il y a un truc qui ne va pas. Évidemment, il ne faut pas que ça soit l'extrême inverse en disant je vais les aider tous. Hein. Il y en a on se comprend. On se comprend. Mais il faut à tout prix réhabiliter des choses qu'on a un peu perdues dans notre culture. Voyez, le vieillissement, la mort, le silence. Il n'y a pas tout le temps besoin de ce brouhaha, ou dans la médecine, cette volonté de toujours intervenir, de faire des choses. Hein. Oui, il faut apprendre à soigner, à aider ce véhicule à aller le plus loin possible, dans les meilleures conditions possibles. Mais quand il est mort, il est mort. Et là, effectivement, la question peut se poser de savoir si c'est mieux de changer de véhicule et de continuer de retourner au travail, ou de dire non, maintenant je reprends mes vacances pour de bon. Mais là, c'est d'autres questions après. On n'est pas tous des Dalai Lama, tout dépend. Il y a beaucoup plus de gens qui sont sujets à réincarnation parce qu'ils ont mal vécu la mort précédente, que de gens qui décident volontairement de se réincarner parce qu'ils n'ont pas fini le boulot. Donc, de nos jours, on canonise les gens un peu vite en fonction de services rendus. C'est un peu comme la Légion d'honneur maintenant, la canonisation. Non, il fallait que ça corresponde à des vies d'ascèse. Enfin, c'était des trucs très particuliers. Hein. Mais effectivement, sans faire tous des 4 heures de méditation par jour ou je ne sais quoi, on peut juste se laver les dents, se laver l'âme, hein, un petit peu tous les jours. Régulièrement et avoir un corps et un esprit prêts à devenir ce qu'ils ont à devenir par la suite et à rendre les services qu'ils ont à rendre en cours de route. C'est juste ça qui est bien, affûter l'outil, quoi. Donc quand vous ne savez pas quoi faire, faites rien. Hein, voilà, bah écoutez, merci de votre attention et puis bonne suite.